Voilà. Alors, chose aussi intéressante, c'est que la cité, évidemment, n'a pas toujours eu cette forme. On peut parler là de forme définitive dans le sens où ce qu'on considère aujourd'hui comme la cité de Jérusalem du XXIe siècle, Oui. Les remparts qui ont été conservés sont les remparts de 1099. 2099. Mais cette forme de cité était présente déjà dès le IIe siècle. En effet. Et puis s'est étendue, s'est contractée, et est revenue à cette forme à l'époque des croisades. Oui, au regard des conquêtes, etc. Au départ d'ailleurs, voilà. si on revient à David, Oui. on ne parle pas de cité. On ne parle pas de cité d'ailleurs. Hein, là aussi, vous pouvez le constater. Dans les textes, c'est la cité de David, mais si on regarde en fait ce que représentait, j'allais dire, non pas en kilomètres, mais en centaines de mètres, peut-être, oui. la longueur de ce... C'était un haricot. L'appendice, le petit appendice. Qui apparaît même comme... Comme la Corse. Ou la Sardaigne. Ou la Sardaigne. Voilà, mais l'extension. Pour nous, ce qui nous parle, c'est la France et sa Corse. Ouais. Le dessin est frappant. Ben, vous le constatez. Hein, encore une fois, vous le constatez, on est en train de parler, et vous le constatez de visu. Vous êtes là. Voilà. Alors on va présenter une autre image. C'est un dessin on va dire, de cette cité telle qu'elle aurait été à l'époque. Donc on conserve les remparts, 1099, ou IIe siècle, monde rural. Monde rural. Alors, voilà. on montre en dessin voilà. une représentation vous de ce qu'aurait pu être le monde rural. Là, vous avez ce dessin, c'est le monde rural. Donc c'est pas l'urbanisation intensive. Puis du ciel, voilà. hein, une vue du ciel, d'accord. Et on voit donc que ce monde rural, eh bien, c'est toujours les contours de la France. C'est toujours les contours de la France. En fait, on est on pourrait dire dans la conception définitive et l'idée que se fait aujourd'hui tout le monde de cette cité de Jérusalem. De cette cité de Jérusalem. Et alors, maintenant, alors vous allez nous dire, mais alors, la France, le plan de Jérusalem, Jérusalem antique, Jérusalem du XXIe siècle, que vient faire Rennes-le-Château dans ce discours? Et alors, c'est là que... Et là... C'est là que la projection ne va pas être facile, mais c'est là aussi... On va sortir d'un trésor matériel pour un tout autre trésor. C'est un trésor auquel vous devez vous accrocher maintenant. Vous allez comprendre le miracle de ce qui peut être, que certains diront la providence, que cette providence peut accomplir. Oui, parce que ce qui nous est apparu finalement cet hiver, c'est grâce à des outils modernes, il faut le reconnaître, oui, la capacité finalement de survoler des contrées, que ce soit par Google Earth, Géoportail, ou même d'avions, hein, finalement, donc photographie aérienne, photographie satellite. Ce qui nous est apparu soudainement, c'est la similarité, non pas de Rennes-le-Château, qui, rappelons-le, est un petit village au sommet d'un petit piton rocheux. Mais ceci va avoir toute son importance. C'est la similarité, finalement, des contours naturels du plateau qui soutient ce piton rocheux sur laquelle repose la ville de Rennes-le-Château. Voilà. Alors d'abord, ressemblance frappante avec la France. Évidemment, si l'un ressemble à la cité ressemblant à la France, tout le monde se ressemble. Voilà. Toute proportion gardée en ce qui concerne l'Hexagone. Là, pour le coup, on n'est plus dans une échelle de 1 pour 1000, comme on l'était entre la cité de Jérusalem et la France, mais de 1 pour 1. C'est-à-dire toute proportion gardée. Ce qui devient exceptionnel. Et vous pouvez le constater encore une fois.
on suppose, parce que c'est vrai que l'urbanisation intensive maintenant de Jérusalem ne laisse pas voir, on va dire, tous les détails géologiques qui composent son sol, mais d'après les dessins qui ont été faits, les projections qui ont été faites de sa configuration géologique, les remparts semblent suivre finalement des frontières naturelles. Elles ne sont là finalement que pour les rehausser, c'est-à-dire... Elles sont bâties sur des falaises naturelles. Voilà, c'est-à-dire que si on se trouve dans la vallée, on fait face déjà à une falaise et ensuite à un mur. Voilà. Le plateau finalement étant ce qui est au-dessus. Voilà. Ça c'est en ce qui concerne Jérusalem. Étrangeté, donc pour le coup, avec Rennes-le-Château, qui géologiquement dans son paysage est d'une... Bordée de falaise, mais d'une falaise... Dans une composition déconcertante de ressemblance. Mer du Nord, pour rappeler la France, et toutes les côtes de l'Atlantique, toutes les côtes rocheuses, même on va dire, parce que la ressemblance est même très loin par rapport à la France, c'est-à-dire que la Bretagne, on voit la découpe des côtes. Oui, on est dans un phénomène d'aspérité, ce sont des falaises. Voilà, ce sont des falaises. Donc, maintenant, effectivement, si vous regardez le plan de Rennes-le-Château, vous le voyez. Comparé à celui de Jérusalem. Comparé à celui de Jérusalem. Et si nous osions la superposition... Mais on va l'oser. C'est qu'on va l'oser. Ils vont oser ces deux-là. Ouais. Alors, la superposition... Et bien là, on peut se dire qu'on touche à quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors, on a mis la superposition. On l'a dit. C'est flagrant. On s'arrête. Non. Non, mais il y aura toujours un doute. Non, mais on s'arrête quand même un petit peu quand même. Ouais. Je pense qu'il faut. Non. Oui, faut le temps d'appréhender. Non, il faut. Non, mais c'est pour eux. Tu vois, il faut les. En fait, on est dans quelque chose de surprenant qui va poser des questions. Il faut que vous soyez bien assis. J'espère que vous êtes bien assis comme nous sommes bien assis. Qui va interroger, qui va... en fait, la principale différence que nous faisons avec ce qui a entouré le mystère de Rennes-le-Château, et on va dire ce qui a commencé par emmener les foules là-bas, dans la communication qui était de dire le curé au milliard, c'est-à-dire venez et vous aurez peut-être la chance de mettre la main sur un trésor en pièces d'or. En pièces d'or, ouais. Voilà. Les fouilles sont interdites. Les fouilles sont maintenant interdites tellement le site a été ravagé. Oui. Limité. Ouais, nous estimons finalement que si trésor il y a, oui. C'est celui-là, c'est-à-dire celui qu'on vous communique nous gratuitement aujourd'hui. Oui, voilà. Gratuitement aujourd'hui. Un trésor d'une énorme valeur, puisqu'il ne faut pas bien sûr le dissocier de toute la première partie d'histoire que nous avons évoquée avec vous, et qui, rappelons-le, parle finalement, évoque ce sud de la France, l'Aude probablement, peut-être cet endroit Rennes-le-Château appelé Redae à l'époque, précisément, comme, peut-être pas le lieu unique, mais le lieu important, l'épicentre, du début de la christianisation du territoire. Voilà. Il a osé. Alors, effectivement, l'endroit tant, j'allais dire, tant apprécié par les mystagogues, etc., c'est l'endroit de la tour de Rennes-le-Château, son église, etc. Voilà, on a déjà affaire à des lieux symboliques. Alors qu'en fait... Tout ramène au village. Voilà. Et ce que nous avons fait, Thierry, Richard et moi-même, nous sommes allés de l'autre côté, sur l'autre versant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Castellas, c'est ça. Le plateau d'en face. Le plateau d'en face. Qui a lui-même son petit tertre. D'accord. Voilà. Et là, regardez le tertre
partant de la vue du tertre, regardez, règne le château. En fait, on pourrait dire que, pour pousser le bouchon, on pourrait dire que finalement, cette vue du tertre serait, en quelque sorte, pour le voyageur de l'époque, pour le voyageur, le berger qui emmène ses moutons pâturés, j'allais dire, sur les bords du plateau de ce que deviendra Jérusalem. Cette vue des Castellas, en fait, lui offre un paysage quasi identique. Identique, mais